Agora, le principe, en fait, j'ai créé Biotech Agora avec mon associé ici présente, Alexandre Raffat. Tu peux peut-être te mettre debout pour que les gens t'identifient, ceux qui ne te connaissent pas. L'idée, c'est qu'il y a énormément de projets en France, parce qu'il y a des équipes de recherche, il y a des INSERM, il y a beaucoup, je sais pas, mais CNRS, il y a beaucoup d'équipes. On a beaucoup de belles technologies et on a beaucoup d'équipes savantes qui savent produire de la recherche fondamentale, et après, on a aussi des gens qui sont capables de transformer des concepts en produits. Mais ce qui se passe en France, c'est qu'on est très bon pour la première partie, et que la deuxième partie, il faut du financement pour aller plus loin. Et c'était justement cette préoccupation en se disant les beaux projets qui ne sont pas assez connus, qui mériteraient d'être davantage connus, doivent effectivement être plus visibles pour pouvoir attirer davantage d'investisseurs. Alors certes, heureusement, en France, on a la BPI, on a des investisseurs, des BIC, ce qu'on appelle des VC, donc des capital risques, mais il y a tellement de beaux projets que parfois le système est un peu court, et on pense qu'en éduquant les gens pour qu'ils comprennent bien la profondeur des projets, eh bien, on pourrait intéresser de nouveaux investisseurs à soutenir notre économie française pour que les entreprises, dans la mesure du possible, puissent s'implanter en France ou en Europe et pas forcément obligées de partir immédiatement aux États-Unis où il y a plus de manne et effectivement, il y a un écosystème plus développé. Donc voilà, notre idée, c'est de donner plus de chances à la France pour que nos entreprises puissent se développer en France. Et à l'étranger, à l'international, bien évidemment. Alors, notre communauté, parce que c'est ce qui fait fonctionner Biotech Agora, c'est une communauté en fait d'experts qui sont des professionnels du domaine de la santé, qui sont de différents profils, de consultants, d'investisseurs particuliers, d'investisseurs qui sont des investisseurs institutionnels, des institutionnels aussi qui accompagnent l'innovation. Donc tout ça, c'est un écosystème qui permet des échanges. L'idée, c'est qu'une entreprise doit être tout à fait transparente pour que les gens puissent comprendre bien toute la finalité du projet, la technologie, bien évidemment, la protection intellectuelle et les brevets, mais tout ce qui la met en œuvre pour effectivement avoir une entreprise qui ait une chance de viabilité, ou si elle est déjà partie, qu'elle ait des chances de pouvoir continuer son développement. Donc, parmi notre communauté, il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont des investisseurs particuliers. Ce que je disais, c'est que lorsqu'on a fait les précédentes réunions sur des sociétés cotées, donc pour elles c'est facile, si elles ont un coup de cœur, de se positionner. Là, c'est la première société non cotée. Donc on s'est associé, et merci Anne Delavoine de la compagnie financière Jacques Coeur, avec qui on a co-organisé cet événement, parce qu'on pense effectivement qu'il y a la place pour des sociétés non cotées. Si les projets sont beaux, eh bien, on va trouver différents profils d'investisseurs, donc toujours effectivement aussi les investisseurs précoces, donc de capital risque, mais aussi il y a la possibilité, certes pour certains particuliers, de pouvoir aussi suivre ces projets, soit individuellement lorsque leurs finances permettent des montants plus élevés, soit peut-être de façon plus limitée en organisant une holding pour financer, je veux dire, un ensemble commun de petits porteurs. Notre objectif est de s'adresser à un certain nombre de champs thérapeutiques. Quand on dit champs thérapeutiques, on a choisi Biotech Agora pour simplifier le nom, mais en fait ça s'adresse à tous les projets innovants qui vont être disruptifs dans la prise en charge de pathologies ou de maladies, ou du bien-être des patients. Donc en fait on pense à l'oncologie bien évidemment, et là ça sera au service de l'oncologie. Donc l'imagerie c'est quelque chose qui est très dynamique avec beaucoup de nouvelles solutions. Mais il y a énormément de choses dans les biomarqueurs, enfin je veux dire, je ne vais pas faire le détail, mais en tout ce qui est cancer, pathologie inflammatoire, pathologie dégénérescence neurologique, il y a énormément de champs d'application, sans oublier bien évidemment la contribution de ce qu'on appelle l'e-santé, avec tous les systèmes qui peuvent être embarqués par les patients et qui peuvent contribuer globalement à améliorer la prise en charge. Oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que là, vous êtes la partie émergée. Là, on est une cinquantaine, soixantaine de personnes. Notre communauté est près de 1000 personnes qui suivent. Donc, ce qui est très important, c'est ce qui se passe ici. C'est retranscrit par les comptes rendus, les présentations qui sont envoyées à toutes les personnes en France qui se connectent sur notre site. Et pour avoir accès aux présentations et aux comptes rendus détaillés, et les vidéos, parce qu'on a aussi le revenu TV qui est en partenaire avec nous, mais malheureusement il a des problèmes de santé dans sa famille, il n'a pas pu être là, mais c'est quelque chose qu'on va envisager par la suite. Donc toujours, après l'événement, on met le compte rendu détaillé, les présentations et une vidéo, voilà.
Alors maintenant, je voudrais tout simplement dire pourquoi on a retenu nous, parce que aussi c'est notre image, LLTech. Parce que tout simplement, on part du fondamental. Au niveau fondamental, la technologie, elle est là. Elle est vraiment disruptive, elle se démarque. Donc l'équipe, monsieur Bertrand Comte de Poly, qui est là, vous expliquera, et il est venu en renfort avec un très beau panel. Donc là, c'est aussi un grand merci parce que ça étaye en fait ce qu'il va vous dire. Mais moi, j'ai été séduit par la technologie. Ce qui est intéressant, c'est la profondeur du marché, parce qu'on peut avoir une belle technologie sans profondeur de marché. Et une différenciation, parce qu'après, on va peut-être rentrer plus tard dans le détail, il y a d'autres compagnies, les gens disent Monakea, Damae, etc. Donc il y a une différenciation parce qu'ils ne font pas la même chose, donc avec une très grande profondeur de marché, mais cela ne suffit pas, tout ça. Ce qui compte, c'est la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle, donc c'est l'équipe, et c'est la raison pour laquelle ça vous permet de rencontrer les gens qui mettent en œuvre cela dans le fond des yeux, et donc c'est important, je pense, de pouvoir avoir une opinion au-delà de ce qu'on trouve sur un papier couché, de voir l'équipe, comment elle est animée et comment elle met tout ça en œuvre. Donc moi, je voudrais tout simplement féliciter Bertrand Lecomte de Poly pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, et maintenant, je lui laisse présenter, tu veux peut-être aussi... Oui, alors peut-être. Bonsoir à tous. J'ai eu la chance de diriger une maison qui s'appelle la Compagnie Financière Jacques Coeur. Nous sommes une entreprise d'investissement. Je voulais dire que nous sommes régulés par la CPR, c'est-à-dire que nous sommes régulés comme une banque. Et donc nous avons la charge, merci Bertrand, donc de lever de l'argent pour LLTech. Et donc j'ai grand plaisir effectivement de m'être associé avec Thierry pour la première fois pour faire une opération. Et j'espère que ce sera un très grand succès. Voilà, Bertrand, à vous. Bonsoir, merci Thierry, merci Anne, merci à vous d'être venus ce soir. Alors, ce que je vous propose pour la présentation, je vais faire un début de présentation un peu didactique, et après je vous dirai un moment où vous pourrez poser des questions. L'idée c'est qu'on va faire un début de présentation avec Clément Appelion qui là, on va vous montrer le fonctionnement du système, et puis à partir de ce moment-là, vous pourrez poser des questions de manière interactive au fur et à mesure qu'on avancera dans la présentation. Merci à vous. Je vais faire en sorte que la présentation, qu'on arrive à tenir jusqu'à 8h, 8h10, parce que je pense que certains d'entre vous ont des agendas. Je vous propose de commencer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'LLTech? Donc d'abord, LLTech, ça vient d'où? J'ai rencontré Claude Bocara, qui est ici présent, qui est mon associé cofondateur. Comme j'aime à dire, Claude Bocara, c'est un chercheur qui trouve des solutions pragmatiques. Je l'ai rencontré un peu avant 2009. Je voulais créer une société à l'époque, je me suis intéressé au domaine de la santé, on m'a présenté Claude Bocara, j'ai lu son papier scientifique et notamment l'invention qu'il avait faite pour faire de l'imagerie des tissus à haute résolution, et à ce moment-là je me suis dit il y a une opportunité de business pour résoudre un certain nombre de problèmes, et c'est comme ça qu'on a créé LLTech à partir de 2009. Donc je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais je vais vous montrer l'état de l'art d'LLTech aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'LLTech? LLTech, c'est une société où on fait du diagnostic du cancer temps réel. Et pour ça, on utilise des techniques d'imagerie optique très haute résolution. Alors, dans l'imagerie médicale, vous avez l'IRM pour le corps, l'ultrason pour l'organe et le bébé. Et grâce à Claude et grâce à l'équipe LLTech, on a développé l'imagerie médicale à l'échelle de la cellule et du tissu pour faire du diagnostic temps réel du cancer, en salle de chirurgie, en salle de radiologie. Et ça crée des images numériques. Donc le premier avantage, imaginez-vous en salle de radiologie, le chirurgien il est en train de découper la tumeur, il va savoir est-ce que j'ai tout tenté? Oui, non. Avec la machine LLTech, il va prendre des échantillons, ça va les scanner, il aura une réponse en quelques minutes. Comparativement à la technique actuelle qui prend entre une demi-heure à 40-45 minutes. Donc il y a un gain de temps considérable. Deuxième avantage, sur des applications par exemple comme le cancer du sein, où le taux de réopération jusqu'à 30%, c'est donner une technique qui permet d'évaluer s'il reste du cancer, c'est-à-dire les marges. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc là, il y a un gain énorme pour éviter les réopérations. Donc on va réduire le temps de la chirurgie, éviter les réopérations, soigner plus de patients. Et ça, c'est typiquement aux États-Unis, sur la chirurgie du cancer de la peau, c'est ce qu'on appelle la chirurgie de Mohs, qui sera notre première application, notre premier marché. Plus d'1 million de procédures par an. Donc là, c'est de la productivité et ça va être le levier fort d'adoption par les médecins. Et bien sûr, au final, quand on fait des chirurgies plus courtes, ça améliore l'expérience patient. Personne aime être sous anesthésie longtemps, voire même devoir être réanesthésié. Deuxième application, là, on va se placer plutôt en salle de radiologie. C'est une évaluation immédiate des biopsies.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une biopsie? C'est quand un médecin voit qu'il y a quelque chose de pas bien, avec l'échographie, il va vous planter l'aiguille dans le corps, on va sortir une carotte, aujourd'hui vous avez le résultat 15 jours après, vous rongez les ongles pour savoir qu'est-ce que j'ai. Il y a un certain nombre de cas significatifs, on dit monsieur ou madame, je suis vraiment désolé, vous y retournez. Parce que la biopsie a tapé à côté de la tumeur, ou bien aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de tumeurs viables dans la biopsie. Et ça, c'est un besoin qui est apparu depuis quelques années, c'est dans la biopsie, déjà je veux être sûr qu'elle soit bien faite, mais ensuite je veux être sûr qu'il y ait assez de tumeurs viables, c'est-à-dire vivantes, pour faire tous les tests et toutes les analyses de médecine personnalisée. Analyse génétique, profil génétique, type de tumeur. Et ça, c'est un besoin qui nous a été confirmé par plusieurs médecins. Par exemple, je discutais il y a 3 mois de ça avec le directeur de la radiologie de Yale, il disait, mais moi, une machine comme LLTech, c'est ce qu'il me faut. On a un vrai besoin en ce moment. Alors, au-delà de faire ces images, on veut ajouter encore plus de valeur. C'est-à-dire qu'on va rajouter de la vitesse et de la qualification immédiate en salle de radiologie et d'opération. Donc ça, c'est des valeurs énormes. Mais comme c'est des images numériques, on va en tirer avantage pour rajouter de l'analyse automatique, pour aider dans un premier temps le médecin à faire son diagnostic, et pourquoi pas dans un futur plus lointain, en utilisant le big data et le deep learning, faire carrément du diagnostic direct. Mais ces images, elles sont numériques, on peut les transmettre. Et donc le gros intérêt, c'est d'avoir cette expertise qui aujourd'hui est limitée au grand centre, la donner accès grâce à la télémédecine. Et en particulier, vous avez des grosses cibles de clientèle aux États-Unis, c'est les centres de chirurgie ambulatoire, il y en a 5000 aux États-Unis. Vous avez aux États-Unis, par exemple, ce qu'on appelle les centres de soins d'urgence locaux, enfin les Rural Critical Care Center, où ils n'ont pas cette expertise de diagnostic. Et puis après, il y a tous les pays de développement où ils n'ont pas assez de médecins spécialisés. Et là, ils vont passer directement vers un analyse automatique. C'est un peu comme ils sont passés de pas de téléphone au téléphone 4G. Bah, c'est un peu la même chose avec LLTech. Alors, comment ça marche? Et là, en fait, le principe est assez simple. On va prendre un échantillon, une biopsie, la mettre dans une cassette à usage unique, et ça c'est important, usage unique. On résout des problèmes médicaux, mais on a aussi des épiciers, on gagne de l'argent, donc la cassette à usage unique, ça sert à ça. La mettre dans le système, qui sort une image haute résolution, qu'on regarde sur place, qu'on transmet, qu'on analyse, et ça permet de prendre la décision. Est-ce que je continue ma chirurgie? Oui, non. Est-ce que je reprends une autre biopsie? Oui, non. Mais ça, c'est du temps réel. Et on va vous montrer comment ça marche avec la machine que vous avez ici, en fait, qui est la machine qu'on a vendue. On a vendu 25 dans le monde, hein, c'est Japon, Chine, Europe, États-Unis, Canada, France, pour plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires cumulé. Clément et moi, on va vous montrer comment ça marche, parce qu'en gros, la machine clinique, ça va être la même technologie, mais plus compacte. Vous allez voir, c'est quelque chose de très rapide. Donc on peut s'imaginer en salle de radiologie ou en salle de chirurgie. Donc là, on a déjà mis l'échantillon dans la cassette, vous pourrez venir le voir après, hein, mais c'est la seule préparation, c'est je prends mon échantillon, je le mets dans ma cassette, je le ferme, je le mets dans la machine. Moi, j'appelle ça un peu en anglais, c'est Imaging pour Dummies, ça doit être fait pour que n'importe quelle personne puisse le faire. Donc là, on a le logiciel d'acquisition d'images. Vous avez un échantillon de peau ici. Et on va juste demander au système d'acquérir une image. Je suis en train de te mettre avec la résolution de l'écran. Voilà, clac. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez ce petit carré rouge qui bouge, qui correspond aux différents champs qui sont acquis. La vitesse, c'est 1 cm² en 1 minute. Donc au niveau clinique, ça va très vite. Et on a une licence en plus pour un algorithme qui permet d'aller coller les images ensemble très rapidement. Et donc on arrive à 1 cm² en 1 minute. Donc là, le système est en train de travailler, c'est terminé. Et on bascule sur l'image qui apparaît à l'écran directement. Alors ça, c'est un petit champ de peau. Après, je vais peut-être basculer moins sur d'autres images, mais on peut les agrandir très fortement. Par exemple, ces ronds-là, c'est ce qu'on appelle des adipocytes, c'est du gras. Après, vous avez plein de collagène. Donc c'est super rapide. Après la présentation, on pourra passer plus de temps pour vous présenter la machine. Merci beaucoup. Alors je vais reprendre la vision, je vais vous montrer une image ou deux. Alors celle-là, ça c'est une image de peau, mais de cancer de la peau. Et vous voyez en haut, il y a ces nodules qu'on appelle, c'est un carcinome basocellulaire. Alors il est nodulaire, c'est une boule, il est assez visible, avec le tissu qui se déforme et la peau normale en dessous. Donc ça,
presque un non-initié pour arriver à le voir. Après, il y a des cas un peu plus complexes. Donc ça concerne nous les hommes. C'est une biopsie de prostate. Aux États-Unis, il y a 1 million de procédures de biopsie de prostate par an pour environ 12 à 15 millions de biopsies. Toujours le problème, il y en a un certain nombre qui passent à côté, mais là le principe c'est outil de décision pour l'urologue. Il prend une biopsie, il va regarder en disant écoute, là ici c'est ce qu'on appelle de la glande normale avec ses grosses circonvolutions qui ont un air de glande normale pour les médecins qui connaissent. Et puis il bouge, et puis il va regarder ici, il va dire ah, je vois toutes ces petites zones rondes, je vais revenir en arrière, qui sont caractéristiques d'une zone cancéreuse. Donc il est capable de dire tout de suite je vais prendre la biopsie au bon endroit, oui, non. Et puis il y a d'autres cancers un peu plus complexes, il va dire bon, on va accélérer le traitement parce que c'est vraiment pas bon. Exemple, cancer de la vessie. Donc regardez bien la différence, c'est assez visible entre cette zone-là, c'est une glande normale, hein, ça apparaît un peu épais, des circonvolutions pour presque croire de la géologie. Et puis cette zone-là où c'est plein de petites structures toutes rondes. Voilà, ça c'est moche, c'est du cancer. Ça c'est 2 minutes, c'est pas 15 jours. On peut informer le patient tout de suite, et l'urologue qui fait ça, il sait très bien s'il doit reprendre une biopsie ou pas. Donc pour revenir au fonctionnement du système et à comparer à ce qui se fait aujourd'hui, vous avez une vision entre en salle d'opération, aujourd'hui je prends mon échantillon, j'ai représenté l'équipe qui va courir jusqu'au labo d'Anapat, ils vont devoir le congeler, le couper, le mettre sur les lames de verre, le sécher, le colorier, enfin mettre des teintes, pour regarder au vieux microscope sur tout un tas de lames de verre. Qu'est-ce qu'on fait les techs? On prend le tissu, on fait une image numérique, on regarde, on peut la transmettre. C'est un peu le même genre de transformation si vous regardez la photographie. À l'époque, Kodak faisait leur film argentique, il y avait tout le process de traitement. Ben, nous, on a l'appareil photo numérique, c'est le même genre de révolution. Donc l'intérêt, c'est que ça permet la décision en salle d'opération temps réel. Et c'est là qu'il y a une valeur très très forte. Donc, ce que je vous propose à partir de maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je m'arrêterai en cours de route. Alors le modèle économique de la société, c'est d'avoir ce système d'imagerie. En haut à gauche, vous avez un design de ce que sera la machine clinique qui c'est à peu près la moitié de la taille du système que vous avez là. On va louer, on prévoit de louer 3 000 $ par mois avec un premier prix pour les premiers clients. Éventuellement, on va vendre 70 000 $ pour ceux qui veulent acheter. Et après ça, on va vendre des cassettes à usage unique. C'est un peu comme un modèle Nespresso, ou imprimante, ou lame de rasoir, mais très haut de gamme. Avec un niveau de prix qui, au début, pour les cassettes, se rapproche des codes de remboursement actuels, parce qu'on veut favoriser l'adoption. Et en plus, en évoluant dans le temps, on va évoluer vers ce qu'on appelle le value-based pricing, c'est-à-dire que si on fait gagner du temps, bah, ça a une forte valeur, à 40 $ la minute aux États-Unis, et on va en capturer une partie. Alors je vais vous montrer rapidement, on a travaillé sur 2 use cases précis sur le marché américain. Notamment ce premier cas qui est la chirurgie de Mohs, qui est le cancer le plus fréquent aux États-Unis, qui n'est pas un cancer très grave, mais qu'il faut traiter quand même. En fait, ça apparaît principalement sur les zones exposées au soleil, comme le visage, le cou, les oreilles. Et au lieu de découper la moitié du visage, ils coupent tout doucement autour de la tumeur. Ils vont envoyer le prélèvement, en fait c'est le chirurgien qui fait ça sur la peau d'Anapat, et puis il revient 1 heure et demie après. S'il faut redécouper le patient, le réanesthésie. Donc il y a des patients qui vont rester entre un tour, ça fait 1 heure et demie, mais s'ils ont 4-5 tours dans la journée, on va les réanesthésier 4-5 fois. C'est long pour le chirurgien, c'est affreux pour le patient. Et donc ils utilisent la technique aujourd'hui qui s'appelle les coupes au cryostat, c'est frozen section dans le document que je vous ai laissé, c'est 125 $ par patient, ça c'est le coût moyen. Le modèle économique des health tech, c'est de dire nous on va vous proposer, en tenant compte du prix des cassettes, votre coût moyen sera 155 $, mais on supprime le goulet d'étranglement qui était l'analyse des tissus, la pâte. Vous allez avoir une productivité qui va être améliorée de l'ordre de 30%. Ça veut dire qu'un chirurgien qui prenait 6 patients par jour va pouvoir en prendre 8. Ce qui veut dire que sur un centre, les centres assez gros aux États-Unis qui traitent 1500 patients, ils vont arriver jusqu'à 2000. Et en tenant compte du niveau de remboursement Medicare, qui est vraiment la base, ça fait à peu près 765 000 $ de revenus en plus. Donc la machine, elle est payée avec 31 patients en plus seulement. Ce qui est très faible. Donc là, on est typiquement pour favoriser l'adoption sur un cas de productivité.
Je suis le chirurgien, j'ai la machine LLTech, je vais pouvoir faire plus de patients, j'ai gagné plus d'argent. N'hésitez pas si vous avez des questions. Deuxième cas, c'est sur la chirurgie un peu plus lourde, la chirurgie ORL. Aujourd'hui, ORL, c'est les oreilles, le nez, la gorge. C'est des chirurgies qui sont assez lourdes et ils sont assez précis, parce qu'on ne peut pas tout découper, donc ils utilisent beaucoup les coupes au cryostat. De ce qu'on a vu dans les études, il y en a en moyenne 12 lames pour un coût de 700 $. Mais pendant qu'on fait les coupes au cryostat, la chirurgie a un temps. Et c'est un coût très important, qui est en moyenne de 2400 $. Donc ça fait un coût moyen, uniquement pour utiliser, et pour être précis dans la chirurgie, de 3000 $ par patient. Avec la machine LLTech, qu'est-ce qui va se passer? Le coût moyen va tomber à 1600 $. On va facturer 12 cassettes à 35 $, ce qui fait à peu près 450 $ par patient. Mais quand on va être beaucoup plus rapide que les coupes au cryostat, il y a une économie sur le workflow de l'ordre de 1200 $ pour l'hôpital. Donc on a un coût moyen qui est beaucoup plus faible. Donc là encore, on va favoriser l'adoption non seulement parce qu'on fait de la belle médecine, mais en plus on permet d'aller plus vite. Donc on va libérer le temps d'infirmière, on va libérer le temps du chirurgien, et le patient sera anesthésié moins longtemps. On a vraiment cette philosophie chez LLTech de dire qu'on peut faire améliorer les soins, permettre la décision, mais il faut que le client il ait un gain fort. Et là, ce gain fort, c'est un gain économique sur nos premiers marchés. Alors, pour valider toutes ces options et toutes ces applications, on a travaillé avec des médecins en France et aux États-Unis. Ici, vous avez quelques exemples de cas américains. Donc, en haut, c'est le docteur Sarah Aaron, qui travaille à UCSF, qui est un peu le pendant de Stanford en Californie, qui sont en concurrence. Elle est notamment elle est très impliquée sur la chirurgie de Mohs. Elle a testé le système, elle l'a vu à San Francisco, elle a dit, je l'ai vu en action, clairement. Elle est vraiment enthousiaste, elle dit qu'il y a un vrai potentiel pour améliorer la productivité de son label. Ça permettrait de leur rendre leur journée de travail plus prédictive. Gros avantage. On est en train de faire une étude sur la chirurgie de Mohs avec l'université de Drexel à Philadelphie, et après, on ira travailler avec eux. Donc ce sera la deuxième caution, je veux dire le nom très connu qui permettra de valider en plus. On a beaucoup travaillé avec l'hôpital Cornell de New York, et notamment avec le docteur Maria Shevchuk, qui est une anatomopathologiste expérimentée, mais elle est également membre senior du College of American Pathologists, qui est l'association américaine des anapathes, qui définit toutes les formations et les accréditations des labos, et le comité qui lance au sein du College of American Pathologists, qui s'appelle In Vivo Pathology ou Interventional Pathology, c'est-à-dire diagnostic dans la salle d'opération. Et ils ont identifié 4 sociétés dans le monde, dont LLTech. Donc on a déjà le soutien aujourd'hui des associations professionnelles américaines en pathologie. Alors je vais souligner aussi, c'est que l'an dernier, on a reçu le prix d'innovation en imagerie médicale de la Société francophone de radiologie, parce que les radiologues aussi sont très intéressés. Donc on est aujourd'hui au stade où on est reconnu par les professions médicales et les associations professionnelles qui poussent ces nouvelles techniques auprès des médecins. Alors il y a les médecins utilisateurs, c'est bien, mais aussi les clients potentiels. Et l'exemple ici, c'est Thomas Malone, qui est CEO d'un groupe de 22 cliniques de chirurgie ambulatoire. Ces cliniques-là n'ont pas de laboratoire d'analyse centralisé, d'anapathe, parce qu'ils sont trop petits, ils n'ont pas les moyens. Ils ont dit, avec la machine LLTech, la vision qu'il a, c'est je mets une machine dans chaque bloc de radiologie et de chirurgie. J'ai une équipe centralisée qui va recevoir les images et qui va être capable de dire temps réel, quand vous m'envoyez les images, elles sont bonnes, pas bonnes, j'ai du cancer, oui, non. Du coup, je vais pouvoir faire de nouveaux types d'actes médicaux. Chirurgie ORL, chirurgie du cancer du sein, biopsie complexe telle que le rein, le foie. Et pour lui, ça veut dire plus de chiffre d'affaires. Donc il voit ça comme un acte, comme un outil stratégique majeur. Donc ça va favoriser l'adoption aussi. Alors le marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un marché très important. Le potentiel de la machine LLTech et de la technologie LLTech, c'est tous les cancers dits solides. Donc tous les organes solides, c'est poumon, foie, rein, tout ce qui n'est pas sang, liquide. Rien qu'aux États-Unis, c'est plus de 5 millions de patients par an. Alors quand je dis procédure, c'est 3,1 millions de personnes qui ont une biopsie complexe. Je n'ai pas mis les biopsies de peau dedans en plus. Et 2,6 millions de chirurgie du cancer.
Et quand on prend l'ensemble de ces patients et qu'on met notre modèle de pricing qui est en chirurgie et sur des tarifs de CPT code et sur les biopsies complexes, plus value-based avec les économies qu'on fait faire, on arrive à une opportunité annuelle qui est supérieure à $1 milliard par an de revenus récurrents potentiels. C'est un très gros marché. Ça, c'est rien qu'aux États-Unis. Donc, si on transmet ça au niveau mondial, ça devient énorme, ça peut aller jusqu'à 5 milliards. Après, si on regarde en termes de sites, on a étudié, là, il n'y a que les sites qui traitent le cancer déjà aux États-Unis, que les hôpitaux, donc ce qu'on appelle les équivalents des instituts Gustave Roussy, c'est ce qu'on appelle les Comprehensive Cancer Center, et tous les hôpitaux de plus de 400 employés. On arrive déjà à 5000, et on estime que ça va faire 2 fois plus de machines, parce que forcément, ils auront une machine pour le bloc de radiologie, une machine pour le bloc de chirurgie. Alors, j'ai mis une estimation de la taille de marché, hein, parce que c'est 730 millions de dollars si on équipait tout le monde, sachant que le modèle qu'on va pousser, ça va être le leasing, pour favoriser l'adoption. Excusez-moi, le recurring revenue, donc c'est lié aux cassettes Oui, c'est ça. Les revenus récurrents, ça va être lié aux cassettes qu'on va vendre. Et ces cassettes, on va les protéger par un système de RFID, pour qu'il y ait uniquement les cassettes LFT qui soient vendues. C'est dans le sens où c'est un modèle qui se rapproche du modèle Nespresso, si vous voulez, un peu luxe, dans l'imagerie médicale et beaucoup plus cher. En commençant, je précise, hein, sur les modèles de prix au début, on va être très proche des codes et des niveaux de remboursement actuels, pour évoluer ensuite vers ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'évolue le remboursement cynique, vers le value-based pricing, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur fait gagner beaucoup d'argent, qu'on leur fait gagner du temps, on va en capturer une partie. Excusez-moi, avec les changements que Trump envisage sur l'Obamacare, est-ce que vous avez fait déjà anticiper ce qui pourrait... Alors, pour nous, l'Obamacare, ça n'a aucun impact. Aucun impact, parce que l'Obamacare, ce qu'il veut changer, lui, c'est le remboursement des personnes qui n'avaient pas d'assurance. Donc en ce sens-là, pour nous, ça ne changera rien. Le pire des cas, c'est qu'ils seront traités par la base qui est Medicare, et notre modèle de prix s'appuie sur Medicare par sur les prix privés qui sont souvent beaucoup plus chers. Néanmoins, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a une poussée, une demande beaucoup plus forte pour avoir de la médecine, je veux dire, qualitative. On n'est plus sur du volume comme avant, mais les assureurs poussent les hôpitaux à éviter les réopérations. C'est-à-dire que, par exemple, sur les hôpitaux qui ont des taux de réopération les plus faibles, ils leur donnent des bonus. Donc des systèmes et des systèmes médicaux comme LFT qui sont très favorables, et les retours qu'on a eu des consultants LFT avec lesquels on travaille, ils disent bah, c'est typiquement ce que les LFT aiment voir. Je supporte. Ça répond à votre question? Oui, oui, tout à fait. Alors il y a de la concurrence, là il y a un tableau un peu compliqué, mais ce que je veux dire c'est que il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché, il y a une demande, et on pense qu'on est les mieux positionnés pour les applications qu'on cible, à savoir l'analyse des marges dans la chirurgie du cancer et l'analyse des biopsies sur les 2 critères suivants qui vous a été donné. On pourra vous répondre avec plus de détails si vous le souhaitez. Alors, à partir de là, comment on envisage de faire croître la société? Aujourd'hui, on a la machine que vous avez ici, on en a vendu 25 exemplaires, qu'on va continuer à utiliser pour nos études cliniques pilotes. On s'en rend quelques-unes cette année. 1 an après le financement, enfin 10 à 12 mois, on sort la machine clinique avec marquage CE in vitro diagnostic et marquage FDA classe 1. Et on a déjà validé cette approche avec des consultants FDA, on pense très bons, avec des predicates, c'est-à-dire des types de produits équivalents. Ce qui permet d'aller très vite sur le marché. Directement, allez voir les chirurgiens de Mohs. L'intérêt, ils sont à la fois chirurgiens et un impact sur le diagnostic, donc c'est des décisionnaires uniques, ça permet d'aller vite. Et on va aller voir les radiologues qui font des biopsies complexes, qui ceux-là ont un vrai souci, un vrai besoin, qui est, quand je fais une biopsie, est-ce qu'elle est bien faite d'une part, mais est-ce que j'ai suffisamment de tumeurs dedans? En commençant par là où on a un très, très bon résultat, le rein 2 fois, puis après on basculera sur le poumon. On va rajouter très vite, par derrière, la capacité de transmission des images. En fait, on a déjà un partenariat avec une société française, ce qui permettra d'aller voir les centres de chirurgie ambulatoire en termes de clientèle, qui eux ont besoin de ça pour acquérir des nouvelles compétences.
On va faire évoluer la machine pour passer de l'imagerie noir et blanc avec pour faire simplifier de la couleur, mais c'est des détections encore plus fines pour distinguer par exemple des cellules immunitaires de la tumeur du tissu normal. Ça, Clément pourra vous montrer les choses un peu plus tard. Il était encore cet après-midi à l'hôpital Sainte-Anne, il a fait une image de cerveau magnifique. Mais on voyait très bien la différence entre la tumeur et le reste. Ça, c'est temps réel. Et puis après, on va rajouter l'analyse par ordinateur et on va encore enrichir les applications. Donc, graduellement, on va aller chercher des sites de clients qui vont aller en lien avec les capacités de la machine et puis faire de nouvelles applications cliniques pour accroître les pertes de marché. Donc le focus, c'est de commencer par les États-Unis parce que c'est le plus gros marché. C'est un marché unique, 300 millions de patients. On va évaluer et commencer en Chine en fonction des opportunités qui se présentent. On a déjà des discussions en cours avec des grands groupes chinois qui veulent travailler avec nous sur la Chine, qui veulent faire des joint ventures. Et on va développer l'Europe en parallèle sous forme principalement de partenariats de distribution, avec la France qui sera firme directe. En termes commerciaux, on veut commencer en vente directe aux États-Unis et en France, mais avec une équipe resserrée. Et c'est important de commencer en vente directe, parce que sur ces nouveaux produits, on veut embaucher des commerciaux très expérimentés qui ont déjà introduit ces nouveaux produits. On veut commencer avec 2. C'est le seul moyen d'introduire de nouveaux produits, sachant que les partenariats de distribution n'interviennent, ou les partenariats avec les grands groupes de l'imagerie comme les Leica, les Zeiss, n'interviennent qu'une fois que vous avez vendu un certain nombre de machines. Les bons distributeurs et les grands partenariats sont là quand vous avez fait votre preuve. Alors, aujourd'hui, la société lève une série A en fait, de 12 millions de dollars qui sera en plusieurs tranches. Une première tranche de 3 millions qui a pour objectif d'accomplir les éléments suivants. C'est 1, sortie de la première machine clinique V1 avec marquage CE et FDA. Deuxième chose, c'est finaliser les études cliniques sur le cancer de la peau, chirurgie de Mohs. Troisième chose, c'est renforcer l'équipe en place sur l'aspect développement produit en France et sur l'aspect clinique, réglementaire aux États-Unis. Et c'est important d'être présent tout de suite aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on a déjà une holding aux États-Unis, c'est important d'être présent physiquement aux États-Unis pour pouvoir préparer les tours suivants de financement. Les Américains vous regardent à partir du moment où vous êtes sur place. Sinon, vous n'existez pas. Ce qu'on veut faire avec, quand on aura doublé, c'est au bout des 12 millions, arriver avec donc 2 machines cliniques, la version 1, la version 2 qui va intégrer la nouvelle technologie qui s'appelle l'imagerie dynamique, qui permet d'ajouter de la couleur, la détection de cellules immunitaires, de tumeurs par rapport au tissu normal. De continuer les études cliniques, notamment dans le domaine de l'ORL et du sein et des biopsies. Et puis de préparer le lancement commercial complet. Alors, ce que ça donne en termes de projection de vente, les premières années, ça commence doucement, parce que l'année prochaine, cette année, on prévoit de vendre que des machines de recherche. 12 mois après le financement de la machine clinique, on vend les premières machines cliniques. La première année, on prévoit d'en vendre uniquement 8 machines cliniques, de manière conservatoire, parce qu'il y a le temps d'adoption, le temps de présentation au niveau client, le temps d'avoir suffisamment de publications, de nouvelles publications, parce qu'on en aura déjà un certain nombre, et puis le temps de commencer à travailler et d'aboutir au process de remboursement. Le point d'inflexion, il commence vraiment à partir de l'année 3 ou 4, à partir du moment où les codes de remboursement sont en place. Et là, le chiffre d'affaires décolle fortement. Ce qui est important de regarder dans ce modèle, c'est que la grosse partie du revenu, elle est sur base de ces procedures fees, c'est-à-dire c'est des revenus récurrents. Une fois qu'on a mis en place la machine, nous, on va recruter une équipe de support. Et l'objectif, c'est, j'appelle ça un peu publicité, mais faire en sorte que les clients tirent le meilleur de la machine, qu'ils l'utilisent correctement, et donc on va mettre une équipe de personnes dont le rôle sera de passer d'hôpital en hôpital pour les aider à utiliser la machine et s'assurer qu'ils en tirent tous les bénéfices. Réduction du temps opératoire, plus de patients. Forcément, on a une idée par derrière, c'est s'ils aiment la machine, ils vont en parler, ils vont consommer plus de cassettes, et la société gagnera plus d'argent. Si tout le monde est content, c'est parfait. Alors, en termes de business plan, là c'est un business plan qui est présenté assez agressif, mais avec un objet d'un break-even si tout se passe bien en année 4.
qui est intéressant, c'est de regarder les ventes cliniques qui commencent doucement 8, puis on passe à 40, 100, 200, et donc on va créer une base installée qui va grandir et qui va générer de plus en plus de revenus récurrents. Avec une partie de vente directe, une partie en distribution, des ventes, des dépenses sales et marketing qui sont d'abord modérées, mais qui croissent à partir du moment où on introduit la machine clinique et qui vont être vraiment dosées en fonction, je veux dire, des premières ventes qu'on a. Donc c'est un gros levier de temporisation des dépenses, ça va être très contrôlé. Avec en parallèle ce que je disais, le customer support, pour supporter les clients, pour les aider à utiliser la machine, c'est très important. Parce qu'en gros, on ne veut pas poser la machine et s'en aller, on veut les aider à bien utiliser. On appelle ça du solution selling. Je vous mets la machine, je vous montre comment améliorer votre manière de travailler. Les aspects réglementaires, ça va croissant parce qu'on veut faire de plus en plus d'études cliniques pour aller chercher de plus en plus d'organes. On commence sur la peau, puis après ça va être les biopsies, comme je vous disais, le foie, le rein, puis après on va aller chercher l'ORL, le sein, et donc on va continuer à faire des études cliniques en permanence pour année après année avoir de nouvelles applications. Et l'équipe de développement de produits, pareil, on garde sur un bon rythme parce qu'on a les différentes générations de produits, on a le computer aided diagnosis, on a la télémédecine, et puis on prévoit de développer aussi dans le futur une partie endoscopie pour laquelle on a un prochain prototype, mais on a un prototype qui existe, mais on fait ça étape par étape pour que l'équipe soit concentrée. Alors pour développer LLTech, j'ai la chance de travailler avec une équipe assez large et très expérimentée. Donc Claude Bocara qui est ici présent, vous pouvez lui poser toutes les questions techniques que vous souhaitez après la présentation. J'insiste en disant que Claude est un chercheur qui trouve, c'est-à-dire que c'est vraiment, quand on a des questions, qui va trouver des inventions pragmatiques qu'on peut mettre en place dans nos systèmes. Et la dernière, c'est l'imagerie dynamique cellulaire, je vous montrerai l'image après, mais l'intérêt, c'était, on disait Claude, notre imagerie normalement c'est bien, on a déjà des super résultats, mais il y a des médecins quelquefois qui nous posent des questions, puis leur disent un jour, voilà, j'ai eu une idée, et on va aller regarder l'activité des cellules. Et on arrive à attraper ça avec cette même machine. Donc ça, c'est typiquement, on va dire, le génie de Claude. J'ai une équipe d'ingénieurs expérimentés, donc ce soir, Clément Appélian est avec nous ici, qui ont de l'expertise dans le domaine optique très forte et de l'expertise dans le domaine du développement de medical devices qui utilisent à la fois l'optique et qui sont soumis à des contraintes réglementaires. Donc on travaille avec des conseillers qui, sur les aspects business et les aspects médicaux. Alors sur les aspects business, vous avez ce soir présent, alors il y a Marie Fadvet qui est ici présente, avec qui vous pourrez parler, avec qui je travaille sur tout le développement de la stratégie sur le marché américain. Sur le marché américain, Thierry Thor qui nous conseille sur les aspects de développement commercial. Il a un très gros track record dans le domaine. On est conseillé également par Jared Schwartz, qui est l'ancien CEO d'Aperio, c'est une société de digital pathology. Alors digital pathology, c'est des sociétés qui scannent les lames d'histologie. Vous vous souvenez du slide où... je vais revenir après, je vais montrer juste ce que c'est que le digital pathology. Le digital pathology, c'est scanner ces lames pour les numériser. C'est une société qui l'a vendu à Aperio très bien. Donc il connaît très très bien le secteur, et en même temps, c'est l'ancien président de l'association des anapathes américains. C'est un gros supporter d'LLTech, qui nous aide beaucoup. Et sur la partie française et Europe, Xavier Guy-Début, qui est ici présent, qui est également président du board de GenFit, entre autres. Voilà. Donc l'aspect business. Sur l'aspect médical, on travaille avec des médecins spécialistes par domaine, par spécialité. Sur la chirurgie de Meaux, c'est le Dr Sarah Harrod et John Durkin. Sur l'urologie, on travaille avec le Dr Barry Longchamp, qui est excusé, il devait être présent ce soir, malheureusement, il a eu un empêchement. Donc, il fait des études en cours sur la prostate et sur la vessie. Et sur la napate en général, c'est le Dr Maria Shevchuk, qui était senior pathologiste à Weill Cornell Medical College de New York. Donc, il y a le produit, il y a le marché, la concurrence, l'équipe, il y a aussi les assets importants qui sont la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, c'est une combinaison de brevets, sous forme de licence et en propre,
de logiciels et de savoir-faire industriel. Alors on a une licence exclusive sur le cœur de la technologie, Fulfilled OCT, on est les seuls à avoir, avec un niveau de royalty qui est très raisonnable. On a 6 brevets en propre, notamment le dernier brevet sur l'imagerie dynamique. On a développé un logiciel qui permet de faire une machine très automatique. Et en fait, c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a des labos de recherche dans le monde qui ont vu le brevet, qui ont essayé de monter leur système avec du mécano très haut de gamme. C'est super, sauf qu'ils arrivent le matin, ça ne marche pas, il leur faut leur super ingénieur optique pour essayer de faire quelque chose qui marche, qui ne sera jamais aussi bien que ça. Cette machine-là, on la prend, ils sont venus avec une autolib, ils l'ont chargé dedans, aujourd'hui. Ils ont tout branché, ça marche. Pareil, quand on l'envoie au bout du monde, et on peut dire que les transporteurs sont des voyous, jettent les caisses, c'est pareil, on sort la machine, ça branche, ça marche. C'est quand même de l'optique réglée au dixième de micron dedans, ça ne bouge pas. Vraiment, l'équipe, ils ont un vrai savoir-faire, à la fois sur le logiciel qui permet de faire en sorte que la machine se calibre tout seul, les gens sont étonnés, mais aussi c'est le savoir-faire industriel pour construire la machine. Et l'ensemble de ces 4 critères, ça fait qu'on a une propriété intellectuelle solide. Alors comment on a fait développer tout ça en termes de financement? On a eu une utilisation très efficace des fonds multilitifs. Alors, je suis resté en dollars, je pourrais plus mettre en euros. En termes de... On a levé 1,9 million de dollars, je peux faire la conversion en euros au cours des postes, 1,4 million d'euros depuis. Plus de 3 millions de dollars de ventes, vous allez voir les noms après. Et puis beaucoup de subventions, que ce soit directes ou indirectes. Et je prends un exemple, on a une nouvelle caméra haute vitesse qui a été développée pour nous, qui a été payée dans le cadre d'un projet européen FP7 de plus de 3 millions d'euros. Donc on a eu une utilisation extrêmement efficace de tout le financement non dilutif pour faire à la fois les études cliniques et développer les nouveaux composants. Ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'on est très attentif à la manière dont on dépense notre argent. En termes de chiffre d'affaires, ce que je voulais vous montrer, ce qui était intéressant, c'est que ces 3 millions de dollars, ça a été fait sur principalement des machines qu'on a vendues. Hein. C'est la part de chiffre d'affaires réalisé, payé, vendu. Ce n'est pas des intentions de commande, c'est du vrai argent qui est vraiment rentré dans les comptes. Et à chaque fois, c'est des leaders dans leur domaine. Donc aux États-Unis, on travaille avec Cornell et New York, et UPMC qui nous a acheté une machine. Alors UPMC, c'est pas le Pierre et Marie Curie, c'est l'University of Pittsburgh Medical Center, qui est une très bonne université aux États-Unis. Des privés comme L'Oréal qui font de l'imagerie de la peau, l'Université de Genève, l'IBM aux Pays-Bas, l'IRCAD à Strasbourg, du professeur Maresco, qui est un professeur assez connu. Il a développé un centre qui forme des chirurgiens aux techniques de chirurgie minimally invasive. Il en forme 4000 par an. Et lui, il dit très clairement, la manière dont la chirurgie va évoluer, c'est que ces techniques de diagnostic qui étaient avant dans le labo d'Anapat, ça va rentrer dans la salle de chirurgie. Il a vu la machine électrique et il dit c'est exactement ça. Ça va rentrer dans la salle de chirurgie pour faire de la décision en temps réel. Et donc c'est pour ça qu'ils nous ont acheté une machine. On travaille avec l'Institut Gustave Roussy, Curie, et puis beaucoup avec l'Institut Langevin, qui est le laboratoire de Claude. Voilà quelques exemples. Donc ça, c'était la base. En termes de sortie pour la société, on pense que, alors il y a plusieurs options, mais on pense qu'à terme, LLTech sera une cible attrayante pour les industriels du secteur. C'est une des cibles possibles. Vous avez les grandes imageries, les gens comme GE, Philips, Siemens, qui aujourd'hui font l'imagerie du corps, qui font l'imagerie de l'organe, mais qui ne font pas l'imagerie de la cellule du tissu. Donc on va compléter leur gamme de produits. C'est monsieur Siemens, vous faites un IRM, vous faites des biopsies, super, mais nous on va rajouter la dose de décision en temps réel en plus. Vous avez les microscopistes, des gens comme Leica et Sakura, entre autres, qui font des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle des coupes au cryostat. Et en anglais on appelle ça displace, remplacer une partie de leur business. J'ai eu une discussion avec les gens de Leica il n'y a pas très longtemps, en leur expliquant que votre business c'est un peu comme ce que je disais Kodak à la photographie, on est l'appareil photo numérique. Il m'a dit oui, effectivement c'est une bonne analogie. Donc c'est des gens qui déjà nous connaissent et nous regardent. Par contre, ils rachètent des sociétés à partir du moment où on a un peu de chiffre d'affaires. On est déjà dans leur radar, ils attendent de voir comment on évolue. Et enfin, vous avez des sociétés qui font de l'histologie digitale, donc il y a une partie de microscopistes plus d'autres. Eux, ils vont scanner les labs, on scanne du tissu. Donc il y a l'ensemble de ces partenaires qui pourraient être intéressés. Typiquement, un trade sale, ça se fait entre 3 à 5 fois le chiffre d'affaires. Et une autre option qu'on va sur le plus long terme, qui est la possibilité de faire une optique.
le cas échéant, si on fait ça, on regardera directement du côté américain et on interroge déjà des banques américaines à ce sujet. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai juste terminé la présentation par la généalogie de l'imagerie médicale, qui a commencé il y a fort longtemps avec la loupe, puis ça a évolué vers le microscope, puis le PET scan, l'IRM, et on pense qu'on amène la prochaine révolution avec la technologie OCT marchande inventée par Claude, qui est l'imagerie du tissu au niveau cellulaire. Bon, une fois de plus, merci de votre attention. S'il y a des questions, alors ce que je vous propose, c'est peut-être s'il y a des questions, on peut commencer dans la salle, avant de passer ensuite sur des questions plus individualisées. Je voudrais poser une question sur la technologie. Est-ce qu'il y a scanner au sens médical lunaire, c'est-à-dire avec des rayons X en 3 dimensions qui permettent de descendre à la profondeur du tissu, ou il y a scanner au sens informatique, c'est-à-dire une coupe optique et numérisée. Alors c'est quoi? Alors nous, c'est quoi? Alors je vais partir plus loin. Là, c'est une espèce de mix des deux. Le principe, c'est de faire une image 4 dans quelque chose de dans du brouillard. Donc, pour faire un parallèle avec un microscope, il y a un livre, un microscope, vous donnez la page de couverture ou de scanner, mais nous, c'est comme si on donnait les pages intérieures, une par une, sans ouvrir, sans découper. Comment? Alors, comment? Comment? Il y a une source lumineuse, on dit incohérente, qu'on va séparer en deux. Une moitié du flux lumineux rentre dans l'échantillon. Je peux mon téléphone vous montrer quelque chose, la lumière, ça rentre dans les tissus. Et c'est réfléchi par les tissus. J'ai mon doigt qui devient tout rouge, la lumière, ça rentre dedans. Et c'est réfléchi. Ça rentre de la matière. Donc il y a un premier flux lumineux qui rentre, qui est réfléchi. Et puis l'autre moitié du flux lumineux va ici vers un miroir qu'on contrôle, qu'on fait vibrer, et qui revient. Et quand ces deux chemins optiques, aller-retour, sont à peu près égaux avec une toute petite différence qui est le quart de la moitié de la longueur d'onde, ça crée des interférences. Ce qui fait que les signaux peuvent s'additionner ou s'annuler. Et on va capturer ça plein champ avec une caméra. Là, il y a 2 millions de pixels d'un coup. Ça revient presque à faire une photo depuis la surface, mais sous la profondeur. Et en bougeant cette tête optique, on arrive à contrôler la surface à laquelle on veut imaginer. Dans les images que vous nous avez montrées, oui, on n'a pas vu cette possibilité de descendre en profondeur. Je pourrais vous le montrer après. D'accord. Donc en fait, on peut aller en profondeur. On peut aller en profondeur. Au bloc opératoire, quand le chirurgien a sorti sa pièce, oui, qui est-ce qui fait ce balayage en profondeur et qui vous choisit la bonne coupe? Alors, en fait, la bonne coupe, aujourd'hui, ils n'ont pas de coupe, hein, ils n'ont rien. Les coupes au cryostat, comment ils font? Ils découpent le tissu manuellement. Non, mais je parle sur votre technologie. Oui. Nous, notre technologie, le principe, c'est que la biopsie, elle va être dans la cassette, et on va proposer, en fait, ils ont juste besoin de 2-3 coupes à 20, 40, 60 microns sous la surface. Ça leur suffit. Il y a quelqu'un qui va faire les coupes. Il faut quand même quelqu'un qui choisisse la coupe. Alors, ce sera un peu standardisé. Montrer les images. Oui, absolument. Donc il y a une manipulation. Alors, la manipulation, c'est simple. Hein, non, il y a un technicien qui va faire ça. Ah oui, bien sûr. D'accord. Oui, absolument. Et alors, dernière question, après. Donc vous avez commencé en 2009, on est en 2017. Vous voulez le marquage CE et OLTE à Cobol. Pourquoi vous ne pouvez pas nous montrer une étude de comparaison avec le cryostat, sensibilité, spécificité? Alors, on a des premières études qui ont été faites. Ça, c'est l'ensemble des résultats cliniques qu'on a à date. Nous, on ne se compare pas au cryostat, on se compare au diagnostic final, qui est l'histologie, ce qui est encore plus dur. C'est mieux. Donc voilà les résultats qu'on a. C'est à date, sur le rein 100%, prostate 100% de sensibilité, 96% de spécificité. L'ORL, où est-ce qu'il est? Alors l'ORL, c'est la 90% de sensibilité, 85% de spécificité. Et je parle uniquement de la première génération, imagerie noir et blanc. Le sein, on est de l'ordre de 88-90. Et puis alors après, là, on n'a pas assez de volume pour faire des études statistiques, mais les premiers retours qu'on a, on dit que ça marche très bien. Très très bien. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, j'en ai une dernière. Vous les avez vendus à qui, les 25, si vous n'avez pas le marquage CE et... Ah, on a le marquage CE pour faire de la recherche. Non, mais pas pour les patients. Non, pas encore. Non, on les a vendus pour des applications de recherche pour faire de la recherche clinique. Mais c'est des vrais clients qui ont vraiment payé. Très bien, c'est bien. Alors, juste vous montrer peut-être une image de ce dont on veut mieux, parce qu'on a fait des super choses un peu abîmées par le projecteur.
La première génération, c'est noir et blanc, et on travaille à basculer, pour améliorer encore ce que vous appelez le taux de détection sensibilité spécificité. Par exemple, l'ORL, on est de 85-90, c'est bien. Il y a des médecins à l'impact aux États-Unis, comme Wendy Wells, qui c'est déjà c'est super, mais on veut faire mieux. Et Clément, on pourra peut-être vous montrer tout à l'heure, mais il a passé encore la journée à l'hôpital Sainte-Anne, où il a fait une super image de cerveau, je pourrais vous le montrer. Et ça, c'est une tumeur d'intestin de souris. Et on arrive avec le signal optique à faire la différence entre des cellules immunitaires, de la tumeur, les nodules ici, et puis en bleu, le tissu normal. C'est pour aider encore plus et monter ce taux de détection, sensibilité, spécificité. Sensibilité, c'est quel est le pourcentage de tumeurs que je détecte, et spécificité, c'est être sûr que je ne me trompe pas quand c'est de la tumeur, de manière simplifiée. D'autres questions? Une question un petit peu financière. La première, c'est cette levée de 12 millions, elle se fait sur la valeur du groupe. Je suis très honnête, de combien? Alors, on a fait faire une étude de valorisation, alors je vais plutôt faire appel à Marie Petit, ici dans la salle. On a travaillé avec Marie Petit qui a fait faire une étude de valorisation. Bonjour, je m'appelle Marie Petit et je pilote la société Villega Valuation qui est spécialisée purement dans la valorisation pharma, biotech, medtech, principalement le early et le clinical stage. On valorise à peu près 4 milliards d'assets par an. Plus près? C'est bon? Ok, super. La méthode qu'on utilise ici pour valoriser, c'est ce qu'on appelle le RNPV, Risk Adjusted Net Present Value. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on décortique chaque ligne de recherche qui va pouvoir amener une machine et qui va pouvoir délivrer sur des marchés. Donc développer la machine, développer les études cliniques qui vont donner la preuve de concept par l'expérience, et ensuite la mise sur le marché avec un ramp-up qui se passe pour l'Europe, pour les États-Unis et les marchés principaux. On a fait cette analyse sur la base des 4 cancers avérés, quand on a compté le potentiel de vente, et non pas sur la base seule des biopsies, sachant qu'il y a plus de biopsies que de cancers avérés au final. Et on a aussi considéré une biopsie par patient, alors que les patients ont tout un cycle de vie et de treatment management de leur cancer. Donc on est parti sur des hypothèses chiffrées qui restent somme toute conservatoires par rapport à l'étendue du marché. Mais c'est comme ça que la valorisation se pratique quand on n'est pas sur le marché avec déjà une preuve solide dans les hôpitaux. Donc on ne prend pas tout le potentiel en compte d'un coup. Et ensuite, on ajuste tous les cash flows de coûts et les cash flows de revenus par ce risque, donc par la chance à un moment donné d'arriver sur le marché, étape par étape, on tronçonne. Et ensuite, on applique un discount rate à l'entreprise qui correspond à son degré de maturité, est-ce qu'elle a déjà des revenus ou pas, en propre, et est-ce qu'elle est assez solide pour pouvoir avancer dans son développement suivant. Aujourd'hui, on a des valorisations selon la rapidité de développement, et un des facteurs de cette rapidité, c'est quel temps il faut pour pouvoir rentrer dans le système FDA et avoir des codes de remboursement. On a une valorisation, je qualifierais de conservatoire et d'adaptée au développement de la société, autour de 40 millions. Post-taxe, post-GNA. Donc c'est une valeur pré-money. On monte facilement quand on... non, ça ne change pas grand-chose, mais c'était en dollars qu'on a fait parce enfin, classiquement à RNPV, on prend les données de marché en dollars. Comme le marché américain représente souvent plus de 50% de la valeur. On a facilement des scénarios qui montrent, quand on observe des taux de pénétration un peu plus importants de ces marchés, autour de 60 millions. Alors s'il y a des questions plus détaillées sur la valo, je peux continuer d'en parler, sinon je transmets à Bertrand. Juste, si vous me permettez. Je peux peut-être ajouter quelque chose qui est quand même très important. Cette valorisation donc, que Marie a fait, qui est une vraie spécialiste de ces valorisations de biotech et de medtech, pour que nous souhaitions savoir où nous étions en termes de valorisation sur la tech avant de faire la levée de fonds. D'accord? Maintenant, ça ne veut pas dire que la levée de fonds va se faire sur cette valorisation. C'est-à-dire que ça vous donne, si vous voulez, une échelle en quelque sorte de valorisation, et ensuite, le prix auquel se fera cette opération sera évidemment
quelque chose qui correspond entre l'offre que nous faisons et la demande que vous aurez. C'est normal, ça fait partie du métier de notre côté. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire, je suis prêt à répondre à vos questions. Et vous avez quel taux de pénétration qui varie dans le temps? Alors, absolument. Taux de pénétration, c'est quand on prend une application qui commence en année 1, c'est à partir du moment où on a la machine clinique, on va dire qu'en année 1, on va avoir 0,5% de pénétration du marché, pour arriver au bout de l'année 6 à peu près de mémoire 15-20% du marché. Oui, sur les États-Unis uniquement. C'est-à-dire que, et après, on est des cas dans le temps. C'est-à-dire que celle qui commence en année 2, au bout de l'année 6, elle n'est pas à 25%, elle est forcément on croit comme ça. Dernière question, c'est lié à ça. Votre slide là, sur la concurrence avait l'air très fournie, donc on ne va pas vous demander de détailler tout ça, mais il y a sûrement des concurrents quand même. Ils sont à quel stade? Alors, ce que je vous disais, alors les concurrents, le principal concurrent, c'est une société américaine qui s'appelle Caliber ID, qui utilise une autre technique qu'on appelle l'imagerie confocale, qui n'est pas une technique brevetée d'ailleurs, qui nécessite un agent de contraste, c'est-à-dire un colorant, qui est beaucoup plus complexe à utiliser, c'est-à-dire que beaucoup plus sensible à la vibration, notamment, et qui est moins rapide que la nôtre. C'est le principal concurrent. Après, on peut dire sur le guidage chirurgical, il y a des techniques autres qui ne sont pas concurrents directement parce qu'on ne fait pas de l'imagerie. Alors, j'ai juste parlé de, juste faire un mot sur ce que disent les gens de l'Institut Gustave Roussy. Ils disent « seeing is believing », c'est-à-dire qu'ils aiment bien voir. Et ça, c'est la machine parfaite. Après, il y a d'autres techniques, des gens comme Margin Probe. C'est une autre technologie qu'on appelle bioimpédance. Ils vont mettre une sonde qui envoie un courant électrique et puis ils mesurent le courant électrique qui revient. Et ils vont mettre une lumière vert, rouge, orange. Vert, il n'y a pas de tumeur. Orange peut-être et rouge, oui. Le concept est génial. Le souci, c'est quand nous, on a regardé les études cliniques qu'ils ont faites, c'est le taux de sensibilité, spécificité, c'est-à-dire est-ce que je détecte bien le cancer et est-ce que c'est vraiment du cancer? Et ils ne sont pas bons. Vraiment pas bons. Question d'ignorant, Mauna Kea, ça n'a rien à voir. Alors Mauna Kea, c'est... on n'est pas... Alors c'est... je veux dire, le point commun avec Mauna Kea, c'est qu'on fait tous les deux de l'imagerie optique. Ça s'arrête là, le point commun. On n'est pas au même stade de développement, c'est une société qui est déjà cotée. Ils ont un produit, si on regarde le développement produit, ils ont un produit qui est quand même assez complexe à utiliser, et on va dire très complexe et très cher, qui est, peut-être qu'on voit un potentiel plus limité parce qu'ils font gastro-ORL, on ne voit pas comment ils pourraient aller faire des applications possibles. Et on n'est pas sur la réponse à la même question clinique. Eux, ils sont dans le dire de est-ce que je dois faire une biopsie, oui, non. Nous, on est presque dans le diagnostic direct. Donc, où on pense qu'il y a plus de valeur réelle. Le diagnostic direct, c'est quand je suis en chirurgie, est-ce que je continue à découper, oui, non, parce que je sais qu'il y a du cancer, oui, non. Et pour ça, il faut être capable de sortir des grandes images comme ça. Ou quand je fais une biopsie, c'est est-ce que j'ai de la tumeur dedans, oui, non. Et ça, il faut sortir la biopsie. Il n'y a que comme ça que ça marche. D'accord. L'économie de temps à l'heure d'hôpital, de bloc chirurgie, 40 à 50 $ la minute. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas un peu théorique? Alors, c'est une vraie question. Effectivement, ça peut paraître théorique, mais et on s'est beaucoup posé la question avec Marie Favet, il faudrait continuer à discuter parce qu'elle m'a challengé à mort là-dessus, en disant que c'est théorique, etc. Mais on a parlé avec les médecins qui nous ont dit non, c'est pas du tout théorique. D'abord, il y a pas mal d'études océaniques qui regardent ça. Simplement sur la chirurgie de Mohs, quand on passe de 6 à 8 patients par jour, c'est plus théorique. C'est 2 patients par jour avec en moyenne, si je prends les tarifs médicaires, 1500 $ en plus, c'est du vrai chiffre d'affaires en plus. Sur des opérations de chirurgie lourde, et je pense que Marie peut peut-être vous donner des exemples, sur une chirurgie ORL qui va durer 2, 3, 4, voire 8 heures, si on réduit le temps par 2, c'est plus de la théorie. Et même si on va gagner 40 minutes sur la salle d'opération, 20 minutes, c'est du temps où le chirurgien peut faire autre chose, il peut regarder des dossiers patients, c'est de l'argent gagné. Et ça, en fait, c'est venu des médecins qui nous ont dit, mais pas du tout, c'est pas théorique du tout. Moi, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Ou bien on peut aussi attribuer une partie de l'économie aux patients et diminuer le coût de sa chirurgie. Absolument.
Ça, ce sera dans les discussions avec le plus long terme avec les assureurs. Et alors, c'est ce que je disais, c'est le value-based pricing, c'est LFTech qui dira bah, c'est super, nous on en veut une partie aussi. Oui. On a commencé à travailler comme ça avec un cabinet américain qui s'appelle Cedar Associates, qui est spécialisé en remboursement sur le value-based pricing. Comme ça, on arrivait à une évaluation du remboursement de l'ordre de $450. Un autre point sur le fait que ce n'est pas théorique, pour participer à un certain nombre d'opérations M&A, pareil en life science, en medtech, il y a 3 points importants qui sont regardés par les gros acteurs pour acheter les medtech, dans le device et dans l'imagerie. Est-ce que j'augmente la rotation de mon bloc? Est-ce que je diminue mon taux de réop? Et est-ce que je crée quelque chose de facile pour le chirurgien ou pour l'utilisateur? Donc si on simplifie la vie du chirurgien, si on diminue le taux de réop et si on accroît la rotation du bloc, alors on a quelque chose qui rentre exactement dans le scope des investisseurs. Merci. Plus le taux d'actualisation que vous avez utilisé dans vos modèles. Alors le taux d'actualisation tient compte du fait qu'on a ajusté par les risques en amont. Donc on est sur la LTech entre 14 et 15%. Ce qui correspond sur un équivalent pharma à une société de phase 2. J'ai cru voir dans les toutes premières diapositives que les cassettes pouvaient être conservées, pouvaient conserver l'échantillon, c'est ça? Alors, dans le principe, c'est qu'on veut des cassettes à usage unique, on fait l'imagerie, et après, normalement, ils enlèvent l'échantillon, on jette les cassettes. Moi, j'ai cru voir sur le diapo au tout départ que c'était éventuellement un moyen de conserver l'échantillon. Non, ça ne va pas être l'objectif. Parce qu'en fait, le tissu n'est pas fixé. Voilà, exactement. Non. L'idée, c'est pas de conserver le tissu dans la cassette. Et du coup, s'il n'y a aucun marquage sur le tissu, c'est purement de physiologie directe. Oui, c'est ça. Il n'y a pas risque d'avoir un certificat diagnostic. Alors, et de devoir justement conserver la diagnostic pour éventuellement faire. On ne prétend pas remplacer le diagnostic final. On ne répond pas à la même question. En tout cas, dans un premier temps. On ne prétend pas remplacer l'histologie finale qui intervient quelques jours après. Là, on est dans la décision en salle d'opération. Ouais, donc la biopsie peut-être va être conservée. La biopsie va être... Alors, dans un premier temps, ils vont surconserver la biopsie, surtout s'ils ont besoin de faire tous ces tests avancés, c'est-à-dire que l'analyse ADN, on ne la remplace pas. On est capable de dire, vous avez de la tumeur dedans. C'est la vraie question. On vous évite de refaire une biopsie à $600. Ou bien c'est une chirurgie du cancer du sein, on vous évite de refaire une réopération de cancer du sein entre 5 000 et 12 000 $. Après, le diagnostic final, il restera en anapath, en tout cas dans un premier temps, parce qu'ils vont plus loin que la simple question cancer oui-non, ils sont capables de donner des sous-types, par exemple. Néanmoins, dans le futur, il y a des applications, je pense par exemple sur les biopsies de prostate, où dès aujourd'hui, on a des taux de détection de 100% sur les scores de biopsie au-dessus, on est capable de dégrader. Je vais sur votre tableau. Voilà, on est capable de dégrader. Il y a 100% diagnostic. Oui, absolument. Et donc là, mais c'est plus long terme, on est très prudent par rapport à ça. D'accord, juste une question supplémentaire, les machines, elles sont fabriquées ici? On les fabrique ici, oui, à Paris, chez nous, absolument. En fait, on achète une partie de composants sur l'étagère, une partie sont des composants qui sont faits spécifiquement pour LTech, et on fait l'assemblage final et la calibration finale. C'est pas de l'optique adaptative? C'est pas de l'optique adaptative. Bon. Si vous voulez des questions avant sur l'optique, Claude est là, il pourrait répondre. Mais c'est pas de l'optique adaptative. Non, non, justement, il n'y en a pas parce que c'est l'optique adaptative, c'est très compliqué. Je pense que sur une des diapos, vous mettiez 1 micron, en fait. Alors, la résolution de ce système-là, c'est 1,5 micron en XY et 1 micron en Z de cette machine. Que ça marche bien. Moi, j'ai une question sur justement le diagnostic tissulaire. Vous vous positionnez sur un diagnostic pendant les interventions chirurgicales. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi des diagnostics en routine en dermatologie, par exemple? En routine en dermatologie, j'arrive chez un dermato, il y a quelque chose de vous dire. En fait, ils ont quand même, on n'aura rien demandé pendant l'étude Drexel. Ils ont dit, bah tiens, j'ai envie de tester la machine en dehors de la chirurgie, et puis ils ont pris des biopsies, ils ont testé, et ils ont eu des taux de sensibilité, spécificité énormes, hein, c'était sur les petites cohortes, mais tout de suite ils ont dit, bah, je suis capable de voir tout de suite sur ma biopsie, est-ce que j'ai du cancer, oui, non. Et ce qu'ils se sont dit, bah, c'est bien d'ailleurs, parce que ça va permettre d'aller prendre tout de suite le prochain rendez-vous avec le patient plus vite. Ça, on ne l'avait pas vu.
Donc ils sont capables de dire, en fait, j'ai une biopsie, je suis capable de la scanner tout de suite, de dire non, bah, en dermatologue j'ai du cancer, oui, non, une fois que j'ai la biopsie, et d'accélérer le prochain rendez-vous. Pour eux, c'est intéressant aussi, à la fois pour le patient parce qu'on va le traiter plus vite, mais eux ils disent je vais sécuriser du chiffre d'affaires. Puis l'intérêt de L'Oréal pour la technologie est aussi exprimé. Oui, oui, alors il y a des gens comme L'Oréal qui font des études dans un certain nombre de laboratoires privés, KO au Japon, parce qu'ils regardent les modèles de peau, et notamment l'impact, je ne sais pas trop ce qu'ils font chez eux, mais je sais qu'ils utilisent beaucoup l'impact des crèmes, l'impact de tous les agents vieillissants. Je reviens à la question sur les cassettes. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'ailleurs qu'elles préservent les tissus pour d'autres analyses. Oui. Est-ce que du coup on peut conserver les cassettes? Alors, non, quand on dit que la cassette préserve le tissu pour d'autres analyses, c'est-à-dire qu'on met le tissu frais dedans, on ne rajoute pas de colorant. Et l'imagerie, LLTech, ça n'abîme pas. Ce qui fait qu'on peut garder la cassette pour faire tous les tests avancés. Ça s'appelle immunohistochimie, analyse ADN. Là, je pense sur la différence avec la microscopie confocale. La différence avec la microscopie confocale? Alors, je vais laisser Claude y répondre, si ça peut. En fait, c'est toutes les deux des techniques optiques. D'un point de vue sécurité, la première chose c'est cognitive, c'est qu'on n'utilise pas de laser. Donc ça aide à l'implantation. On pénètre plus profondément. Là c'est un peu technique, mais je peux rentrer dans le détail, parce que pour pouvoir avoir une coupe optique, il faut des objectifs, comme on dit, très ouverts, pour que le faisceau soit très focalisé. Alors que ici on peut prendre une solution intermédiaire qui donne une résolution très convenable, même meilleure en coupe, mais sans avoir cette contrainte. Donc on a quand même, en plus on est plus rapide. Si vous voulez, la microscopie confocale utilise un balayage mécanique, et comme elle a ses objectifs, elle utilise des toutes petites images élémentaires qu'il faut coller. Par exemple, je connais les collègues à Swan et Kettering à New York, il faut se coller 500 images pour faire à peu près la surface du centimètre carré. Donc ça prend plus de temps. Est-ce qu'on peut avoir une image, un petit bilan à fin décembre 2016, juste qu'on croit au test financier net? Et est-ce qu'il est envisagé une deuxième levée d'argent, par exemple, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, oui, la consommation cash? Absolument. Alors, je pourrais vous donner, vous transmettre un bilan prévisionnel à fin 2016. De mémoire, comme c'est à peu près les années conformes aux années précédentes, on a un burn rate qui est de l'ordre de 100 centimes d'euros par mois. Les pertes qui évaluent d'une année sur l'autre, qui sont entre 200 et 400 000 euros en fonction de la consommation des subventions du chiffre d'affaires. Donc on est, par rapport aux sociétés du secteur, très raisonnable. On a fait beaucoup de choses avec peu d'argent. Juste l'endettement financier net. Je l'enverrai. Vous avez une petite précision, cassette à usage unique. Maintenant, Espresso, c'est mis dans qu'est-ce qui empêcherait le médecin un peu véreux, on va dire ok, on va enlever la biopsie. Alors qu'est-ce qui empêcherait de rejeter? Alors les cassettes, on va les protéger avec un mécanisme RFID. D'accord. Donc c'est contrôlé, c'est après par la technologie RFID, c'est un code informatique sur la cassette. Du coup, la cassette, elle peut être utilisée qu'une seule fois. Après, la machine est bloque. D'accord. C'est ça. Donc on a deux manières de faire ça, soit on met ça dans la cassette, soit on met les cassettes dans un packaging avec un code RFID, et puis si on ne repasse pas le code au bout de 3 cassettes, ça bloque. Je dis, on veut apporter une solution, mais on veut aussi gagner de l'argent. Oui, absolument. J'ai oublié de répondre à la deuxième question. Oui, il y aura un tour après ça, bien sûr. Quelle année? Alors, compte tenu des modèles et de la consommation. Alors, compte tenu des modèles, si on part sur ce modèle, ce sera en année 3, enfin, fin d'année 2, début d'année 3, effectivement. Et l'ordre de... Qui sera de l'ordre de 10 à 15 millions, estimé.
Aujourd'hui, le modèle, il est vraiment sur... je veux la machine, je vends les cassettes. On va développer, en plus, comme dit, développer des options software avec sur des options de télémédecine, sur des options de computer guided analysis, mais qu'on n'a pas mis dans le modèle. Et oui, ça fera partie de ça. En particulier, parce qu'on est prudent d'un niveau réglementaire, ça peut être un peu compliqué. On fait ça par briques supplémentaires. Quand on arrive vers l'IDE ou vers l'Europe, on va devoir arriver un peu le système. Entre guillemets, c'est un microscope tout bête, même s'il est très très intelligent et c'est beaucoup plus qu'un microscope. Puis après, on rajoute des briques les unes derrière les autres. D'autres questions? Il y a des personnes qui souhaitent... Oui, non? C'est des personnes qui souhaitent voir le système de plus près, on est disponible. De la même manière, vous pouvez parler aux Marc-Fred, Xavier, Claude, Clément, on est là pour répondre à vos questions. Je crois qu'il y a Thierry Cateur a organisé une petite réception après, si vous souhaitez rester avec nous. Et on peut vous montrer le fonctionnement de la machine aujourd'hui. Ça va vous donner une bonne idée de ce que c'est qu'être dans le bloc et avoir cette décision temps réel. Merci pour votre attention, merci pour vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez...